Cette vidéo va être consacrée à la notion de projecteurs orthogonaux. Voici le contexte de la vidéo. E désigne ce qu'on appelle un espace pré-hilbertien réel, c'est-à-dire un R espace vectoriel muni d'un produit scalaire, et dans toute la vidéo, F va désigner un sous-espace de E qu'on va supposer de dimension finie. Cette hypothèse est importante parce qu'on sait que sous cette hypothèse-là, on avait démontré dans une vidéo précédente que le sous-espace F et le sous-espace F orthogonal étaient toujours supplémentaires dans grand E. Grâce à cette propriété, on va pouvoir définir ce qu'est un projecteur orthogonal. Voici la définition. Ce qu'on appelle le projecteur orthogonal sur F, c'est le projecteur noté P indice F, qui est donc sur F et parallèlement à F orthogonal. Je rappelle que quand on définit un projecteur, de façon générale, on le définit toujours sur un espace parallèlement à un autre espace, qui doit être son supplémentaire. Ben voilà, là c'est sur F parallèlement à F orthogonal. Alors, petite remarque, on peut d'ores et déjà dans ce cours poser la notation suivante, P indice F orthogonal, comme étant sans surprise le projecteur orthogonal sur F orthogonal, c'est-à-dire le projecteur sur F orthogonal parallèlement à F. Géométriquement, cette situation elle est très simple. Si jamais on représente un sous-espace F et qu'on représente donc son orthogonal, qui est donc un supplémentaire, eh bien on sait que n'importe quel vecteur x peut s'écrire comme étant sa composante en F plus sa composante en F orthogonal. La première composante, c'est donc Pf de x, et la deuxième, c'est P indice F orthogonal de x. Comme pour tout projecteur également, on sait que pour tout x appartenant à E, on aura toujours que x est égal à son projeté sur F plus son projeté sur F orthogonal. Donc le bilan de tout ça, c'est qu'un projecteur orthogonal, c'est un projecteur, mais juste dans le cas particulier où les deux sous-espaces caractéristiques du projecteur sont orthogonaux l'un de l'autre. Il y a une idée très importante à comprendre sur les projections orthogonales, c'est que projeter un vecteur x orthogonalement sur un sous-espace f, c'est très facile dès lors qu'on dispose d'une base orthonormée de ce sous-espace f. Et c'est l'objet du théorème suivant. Regardez. Si jamais E1, EP désigne une base orthonormée de f, alors pour tout x appartenant à E, le projeté de x sur f, il est égal à x scalaire E1 porté par E1 plus x scalaire E2 porté par E2, etc. jusqu'à x scalaire EP porté par EP. On commence un peu à connaître cette petite musique. Cette propriété, elle est vraiment très intéressante puisqu'elle montre que pour calculer un projeté orthogonal, dans cette situation-là, il suffit de calculer quelques petits produits scalaires. Les produits scalaires x scalaire EI, qui vont donc être les coordonnées de Pf de x dans cette base orthonormée E1, EP. Alors, la démonstration de ce théorème, on l'a d'une certaine manière déjà faite, puisque lorsqu'on avait démontré que f et f orthogonal étaient supplémentaires dans grand E, on avait en fait écrit n'importe quel vecteur x de E comme étant justement cette somme-là, la somme des x scalaires ek portés par ek, plus x moins cette somme. La première partie, bien évidemment, elle appartient à f, puisque c'est une combinaison linéaire des ek. Et en fait, on avait démontré que la deuxième partie en rouge appartenait à f orthogonal. De sorte que, en fait, cette écriture donne la décomposition de x dans f plus f orthogonal. Donc c'est fini. Par unicité de cette décomposition, la partie de gauche, c'est le projeté de x sur f, et ça donne donc exactement la formule qu'on veut démontrer pour ce théorème. Et puis au passage, on a aussi que la deuxième partie, c'est le projeté de x sur f orthogonal. En tout cas, la démonstration est terminée. Avant de passer à un exercice, faisons quelques remarques sur les calculs pratiques de projetés orthogonaux. La première remarque, c'est que projeter sur une droite vectorielle, c'est quelque chose qui est très simple à faire de façon calculatoire. Imaginons par exemple qu'on considère f une droite vectorielle et qu'on veuille projeter un vecteur x dessus. Donc géométriquement, on veut faire cette opération pour calculer ici pf de x. D'après la remarque précédente, en fait, pour faire ce calcul, il suffit de disposer d'une base orthonormée de cette droite, mais une base orthonormée d'une droite, c'est juste un vecteur unitaire et c'est tout. Un vecteur ici, mettons, qu'on appelle E chapeau. Dès que vous avez un vecteur unitaire qui dirige f, pf de x, vous pouvez, d'après le théorème précédent, écrire que c'est x scalaire E chapeau porté par E chapeau. Donc c'est très rapide puisque le seul calcul que vous avez à faire, c'est le calcul d'un seul produit scalaire ici. Alors à la limite, peut-être que dans certaines situations, vous n'avez pas un vecteur E chapeau qui est unitaire, vous avez juste un vecteur E qui n'est pas forcément de norme 1, mais à ce moment-là, vous avez juste à le normaliser, et ça c'est simple. Vous prenez le vecteur E et vous le divisez par sa norme. Deuxième remarque, elle concerne la projection sur un plan. Là aussi, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué de le faire. Imaginons donc que vous avez un vecteur x et que vous vouliez le projeter sur un plan f, donc un espace vectoriel de dimension 2. De deux choses l'une. Soit vous disposez, et vous avez de la chance, d'une base orthonormée de f, E1 chapeau, E2 chapeau. À ce moment-là, c'est fini. Vous utilisez le théorème directement. Ça vous donne que pf de x, c'est cette chose-là. Et vous voyez que c'est assez rapide puisque vous n'avez que deux produits scalaires à calculer et c'est fini.
Bon. Deuxième cas, imaginons que vous n'avez pas une base orthonormée, mais juste une base de f. Et c'est quand même le cas le plus fréquent. À ce moment-là, en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à orthonormaliser votre base E1, E2 pour obtenir une base E1 chapeau, E2 chapeau, qui est une base orthonormée de f, et vous vous ramenez au cas précédent. Orthonormaliser une famille de 2 vecteurs, c'est pas très long. En fait, l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, elle devient laborieuse à partir de 3 vecteurs. Donc vous voyez que, encore une fois, projeter sur un plan, c'est jamais particulièrement long. Enfin, troisième remarque, et c'est en fait la remarque la plus importante, c'est que, souvenez-vous que vous avez toujours que pour tout vecteur x, il est égal à son projeté sur f et son projeté sur f orthogonal. Ça vous dit que si jamais vous connaissez l'un des deux, mettons le projeté sur f orthogonal, alors mécaniquement vous avez l'autre, puisque l'autre, il est égal à x moins le premier. Ça signifie que lorsque vous avez à calculer un projeté orthogonal sur un sous-espace, eh bien réfléchissez bien à est-ce que c'est plus malin de calculer son projeté sur f ou alors de calculer son projeté sur f orthogonal. Et bien évidemment, la loi des feignants, choisissez le calcul qui est le plus court des deux. Regardez notamment en dimension 3. Si jamais vous voulez projeter votre vecteur x sur un plan, eh bien justement, ne le projetez surtout pas sur ce plan. Préférez plutôt le projeter sur la droite ici, puisque on a vu, projeter un vecteur sur une droite, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Donc d'abord, vous calculez son projeté sur la droite, puis ensuite, tranquillement, vous regardez x moins son projeté sur la droite pour obtenir ce que vous vouliez, c'est-à-dire le projeté de x sur le plan f. Vous voyez, étant donné que 3 c'est égal à 2 plus 1, en fait en dimension 3, vous n'aurez jamais à projeter sur un plan. Il suffit toujours de sélectionner le projeté sur la droite et vous avez gagné la partie. Il se trouve qu'en fait dans les dimensions supérieures, les dimensions 4 et 5, eh bien, en utilisant ce petit principe, on peut vraiment largement se simplifier la vie. Regardez, 4 c'est soit 3 plus 1, soit 2 plus 2, et 5 c'est soit 4 plus 1, soit 3 plus 2. Pour 3 plus 1 et 4 plus 1, vous voyez que vous ayez à projeter sur quelque chose de dimension 3 ou de dimension 1 ou de dimension 4 ou de dimension 1, vous choisirez de projeter sur l'espace de dimension 1. Et ce sera très simple. Et pour les deux autres cas, vous choisirez de projeter sur un espace de dimension 2, c'est-à-dire sur un plan, ce qui également, comme on l'a vu dans la remarque numéro 2, n'est pas très long. Donc en fait, vous voyez que jusqu'à la dimension 5, calculer un projeté orthogonal sur un sous-espace, quelle que soit sa dimension, ça n'ira jamais plus loin que projeter sur une droite ou sur un plan, et donc c'est pas la mort. Passons maintenant à un petit exercice pour s'entraîner. On se place dans R3, menu du produit scalaire usuel, et il s'agit de déterminer le projeté d'un vecteur U explicite sur un plan. Le plan d'équation x plus y plus z est égal à 0. Alors, petite parenthèse, ça c'est bien l'équation d'un plan, ça s'appelle une équation cartésienne de plan. En fait, de façon générale, n'importe quelle partie de R3 qui est de ce type-là, les vecteurs x, y, z, qui vérifie une relation du type ax plus by plus cz égale à 0, où a, b et c sont trois constantes réelles, ça va toujours être un plan. Pourquoi? Parce que regardez, cette contrainte-là qu'on demande au vecteur grand X, elle peut s'interpréter en termes de produit scalaire. Elle dit que le produit scalaire entre grand X et le vecteur a, b, c doit être égal à 0. Autrement dit, elle dit que grand X doit être orthogonal au vecteur E, qui est défini comme étant A, B et C. Géométriquement, si jamais on représente le vecteur E dans l'espace, eh bien cet ensemble P, c'est donc l'ensemble de tous les vecteurs ici qui sont orthogonaux à E, et ça, bien évidemment, c'est le plan orthogonal à la droite vectorielle qui est engendré par E. De sorte que P, on peut l'écrire comme étant l'orthogonal du vecte de E. Et donc c'est un plan, puisque c'est un supplémentaire d'une droite vectorielle. Bon, on avait déjà bien discuté de tout ça dans une vidéo précédente. Pour information, on dit que ce vecteur E est un vecteur normal au plan P. En fait, une équation cartésienne d'un plan, c'est une équation qui précise un vecteur normal. Bon, cela étant dit, mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors on va commencer par poser le vecteur E, qui est le vecteur 1, 1, 1, de sorte que ce sous-espace F, on peut l'interpréter comme étant l'orthogonale de la droite vectorielle dirigée par E. C'était la remarque qu'on avait faite précédemment. Donc on va tout de suite faire un petit dessin pour voir où on est. On a donc un vecteur U qu'on peut décomposer comme étant sa composante en F, plus sa composante en F orthogonale. Dans cette égalité ici, la composante qu'on veut, c'est celle-ci, puisqu'on veut projeter U sur F. Mais celle qui est la plus facile à calculer, c'est l'autre, puisque F orthogonale, c'est une droite, la droite dirigée par E, et projeter sur une droite, c'est facile. Donc on va calculer celle-ci pour en déduire ensuite l'autre.
La droite dirigée par E, il nous faudrait une base orthonormée, c'est-à-dire un vecteur unitaire qui la dirige. Et le vecteur E en lui-même, il n'est pas unitaire, puisque quand on calcule sa norme, alors d'abord on calcule sa norme au carré, on s'aperçoit que ça donne 3, et donc c'est pas égal à 1. C'est pas grave, vu que la norme de E, du coup, c'est racine de 3, eh bien on va tout de suite poser E chapeau, qui est égal à 1 sur racine de 3 fois E. Ici, on a divisé E par sa propre norme, de sorte qu'on obtient un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire d'une droite, c'est donc une base orthonormée de cette droite, et donc on peut utiliser notre théorème. Le projeté sur f orthogonale de U, c'est donc d'après la formule U scalaire E chapeau portée par E chapeau, et il va falloir calculer ça. Alors, petit conseil de calcul. Vous voyez que E chapeau, c'est 1 sur racine de 3 fois E, et ce E chapeau, il apparaît 2 fois ici. Donc mon conseil, c'est avant de faire des calculs de produits scalaires, commencez par sortir là, ces deux constantes 1 sur racine de 3, ce qui sort un 1 tiers. Vous voyez d'abord que ça fait sortir quelque chose qui n'est plus une racine. Et puis ensuite, pour le reste, là, qui est donc U scalaire E porté par E, eh ben, ça donne des calculs où il n'y a ni fraction, ni racine, donc beaucoup plus facile à faire. Il nous reste donc à calculer ce produit scalaire, U scalaire E, on le fait dans un coin de brouillon. On s'aperçoit qu'il s'agit de 2. Donc le projeté de U sur F orthogonale, c'est donc 2 tiers fois le vecteur 1, 1, 1. Sans surprise, hein, on obtient un vecteur qui est collinéaire à E, hein, puisqu'on a projeté sur la droite qui est dirigée par E, pas de problème. Maintenant, nous, ce qui nous intéressait, c'était le projeté de U sur F, et donc c'est U moins son projeté sur F orthogonale, ce qui nous donne donc un petit calcul à faire sur les vecteurs, et enfin le résultat final. Revenons maintenant au cours, on va par ce théorème définition définir la notion de distance qu'il y a entre un vecteur et un sous-espace. Ici, le contexte, c'est que f désigne donc toujours un sous-espace de dimension finie, et x désigne un vecteur de E, quelconque, qui sera fixé dans tout ce qui va suivre. Le théorème s'intéresse à, regardez bien, cet ensemble-là, l'ensemble des normes de x moins y, où y parcourt tous les vecteurs de f. Avant de passer à la suite, il faut d'abord qu'on comprenne la signification de cet ensemble. On va faire un petit dessin. Imaginons qu'on représente le sous-espace f, qui est ici, et le vecteur x, qui dans le cas général n'appartient pas forcément à f, et qui, comme je l'ai dit, va être fixé dans toute la suite. L'ensemble s'intéresse aussi à des vecteurs y de f, donc on va représenter l'un d'entre eux. Voici un vecteur y qui est donc dans f. Le vecteur x moins y, géométriquement, il est ici, hein, point d'arrivée moins point de départ. Alors, si jamais on tient à le faire partir de l'origine, on peut très bien le translater, ce vecteur, il est aussi ici, mais peu importe. De là, la norme de x moins y, c'est donc en quelque sorte la longueur, hein, de ce vecteur-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut interpréter comme étant la distance qu'il y a entre x et y. Revenons donc maintenant à cet ensemble. C'est l'ensemble en fait des normes de x moins y, mais où ici y parcourt tous les vecteurs possibles de grand F. Donc la signification de cet ensemble, c'est que c'est l'ensemble de toutes les distances possibles qu'on peut obtenir entre x et les vecteurs de f. Ce que dit maintenant le théorème, c'est que cet ensemble admet un minimum. Autrement dit, il y a un vecteur de f, et même en fait un unique vecteur de f, qui est plus proche de x que tous les autres. Et le théorème va plus loin, il donne ce vecteur, il dit que ce vecteur qui réalise le minimum, eh bien c'est très exactement le projeté orthogonal de x sur f. Voilà pour la partie théorème. Maintenant passons à la définition. Ce fameux minimum, qui est donc, comme on l'a dit, la distance qu'il y a entre x et son projeté orthogonal, et qui donc est le minimum de toutes les distances qu'on peut faire entre x et les vecteurs de f, il porte un nom, il s'appelle la distance entre le vecteur x et le sous-espace f, et on le note de cette façon-là, d de x virgule f. Géométriquement, en fait, la situation, elle est vraiment pas compliquée. Regardez, ici, on a de nouveau représenté le sous-espace f et le vecteur x. Ce que dit le théorème, c'est que, entre guillemets, le plus court chemin qu'il y a entre x et f, eh ben, c'est en allant tout droit avec un angle droit, ce qui nous fait bien tomber ici dans f sur, en vert, le projeté orthogonal de x sur f. Donc il n'y a en fait aucune surprise dans ce théorème-là. Petite remarque, cette distance ici dxf, c'est donc la norme de x moins le projeté de x sur f. Or, x moins pf de x, on le sait, hein, c'est le projeté de x sur f orthogonale. Ça, c'est quelque chose qui se voit très bien sur le dessin, puisque regardez, cette distance-là qui nous intéresse, c'est bien la norme de ce vecteur-là, qui est le projeté de x sur f orthogonale. Maintenant, démontrons le théorème. Vous allez voir, cette démonstration est particulièrement intéressante et très géométrique. On va considérer un vecteur y appartenant à f et on va faire un petit dessin. Imaginons donc qu'on représente les vecteurs x et y. Alors là, on les représente vraiment comme des points de l'espace. C'est un peu comme si on ne représentait que le bout de la flèche, hein, qui représente le vecteur.
L'idée de la démonstration, c'est de démontrer que cette distance-là entre x et y, elle est plus petite que cette distance-là entre x et son projeté sur f, en utilisant, regardez, ce triangle rectangle-là et en utilisant le théorème de Pythagore. Ça va donner la chose suivante. On s'intéresse donc à, non pas à la distance entre x et y, mais cette distance au carré. Le théorème de Pythagore, il s'intéresse aux normes au carré. Et ce qu'on va faire, c'est que le vecteur x moins y à l'intérieur de cette norme au carré, on va l'écrire comme étant x moins pf de x plus pf de x moins y. Vous voyez ici que d'un point de vue algébrique, c'est inattaquable, puisqu'on a fait moins pf de x plus pf de x, donc ça se simplifie. Mais en fait, on a utilisé pf de x ici comme une sorte de pivot dans le calcul. Géométriquement, ce qu'on est en train de dire, regardez bien le dessin là, c'est que ce vecteur-là, il est égal à ce vecteur-là plus ce vecteur-là. C'est une relation de Chasles qu'on a fait. L'intérêt d'avoir écrit ça, c'est que ces deux vecteurs, le vecteur vert et le vecteur rouge, eh bien, ce sont deux vecteurs qui sont orthogonaux entre eux. En effet, regardez, le premier, le vecteur vert ici, c'est un vecteur qui appartient à f parce que c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs qui tous les deux appartiennent à f. Quant au vecteur rouge ici, eh bien, c'est un vecteur qui appartient à f orthogonal. Pourquoi? Parce que c'est x moins pf de x, donc en fait c'est très exactement le projeté de x sur f orthogonal. Donc ces deux vecteurs sont orthogonaux, ce qui nous autorise à utiliser le théorème de Pythagore. La norme au carré de la somme est donc égale à la somme des normes au carré. La première norme au carré, eh bien c'est exactement celle qui nous intéresse, c'est la distance au carré qu'il y a entre x et son projeté orthogonal. Et vous voyez que cette distance, on lui rajoute un nombre positif qui est bien la distance au carré qu'il y a entre y et pf de x. Donc le tout est bien plus grand que la distance qu'il y a entre x et son projeté orthogonal, enfin en tout cas sa distance au carré. Maintenant, en passant à la racine carrée ici, qui est bien une fonction croissante, eh bien ce travail il montre que la distance entre x et y, elle est plus grande que la distance qu'il y a entre x et son projeté orthogonal sur f. De plus, il y a égalité si et seulement si la petite quantité positive qu'on a rajoutée est nulle, c'est-à-dire si la norme de pf de x moins y est nulle. Or, mais en fait, un vecteur, il a une norme nulle uniquement si c'est le vecteur nul, ça on le sait. Donc en fait, ce cas d'égalité, il n'apparaît que dans un seul cas, le cas où y est carrément égal à pf de x. Donc, ce qu'on vient de faire montre bien que cet ensemble de distances atteint bien un minimum unique pour y égale pf de x. On va finir cette vidéo avec un petit exercice d'entraînement où justement il est question de calculer une distance. Voici tout de même un conseil. Avant de vous lancer dans des calculs et de vouloir appliquer mécaniquement un théorème, faites un dessin. C'est la meilleure manière de savoir ce qu'on fait et de ne pas se tromper. Allons-y pour la correction. Alors comme tout à l'heure, on va commencer par poser un vecteur. Le vecteur A est égal à 1, 2, moins 1, de sorte qu'on peut voir grand F comme étant l'orthogonale de la droite dirigée par petit a. Là, faisons bien sûr tout de suite un petit dessin où on représente le vecteur V et puis F et F orthogonal qui est donc le vecteur de A. La distance qui nous intéresse, c'est donc cette distance-là et on voit tout de suite sur le dessin que c'est la norme d'un vecteur, mais pas la norme du projeté de V sur F, mais du projeté de V sur F orthogonal. Vous voyez, c'est vraiment à ça que sert de faire un petit dessin. Moi, j'ai jamais appris par cœur que la distance entre V et F, c'était la norme du projeté de V sur F orthogonal. À chaque fois, je fais un petit dessin et c'est parfaitement évident, je ne peux pas me tromper si vous voulez. Donc, il suffit de projeter V sur la droite dirigée par A, et ça tombe bien, c'est facile à faire, on sait très bien projeter un vecteur sur une droite. Alors, le vecteur A n'est pas unitaire, il est de norme racine de 6, mais c'est pas grave, on va le normer en posant A chapeau qui est égal à 1 sur racine de 6 fois petit a. De cette manière-là, A chapeau forme donc une base orthonormée de la droite dirigée par A, de sorte qu'on peut utiliser le théorème pour projeter V sur F orthogonal, c'est V scalaire A chapeau porté par A chapeau, et on obtient finalement un tiers de A. À partir de là, la distance que l'on cherche, c'est donc la norme de ce vecteur, et par propriété de la norme, c'est bien un tiers de la norme de A. Le 1 tiers sort avec en valeur absolue, mais un tiers il est positif. Et le calcul donne que cette distance vaut racine de 2 tiers. Petite remarque, pour aller plus vite, en fait, on peut s'apercevoir qu'on aurait pu calculer la norme du vecteur qui nous intéressait à partir de là, ici, dans le calcul. Puisque si jamais on passe à la norme là-dedans, on obtient que la distance qui nous intéresse, eh bien, par propriété de la norme, c'est valeur absolue de ce produit scalaire fois la norme de H chapeau. Mais sauf que la norme de H chapeau, c'est 1. H chapeau, c'est un vecteur unitaire. Donc on voit que ici, la norme qui nous intéresse, elle peut se déduire par un seul calcul de produit scalaire en prenant ensuite la valeur absolue du résultat.
C'est le moment de faire un petit bilan du chapitre. On a vu plein de choses dans ce chapitre, il y avait beaucoup de notions, beaucoup de démonstrations, mais finalement, les compétences essentielles du chapitre, il n'y en a pas 36, à mon sens, il y en a 4. La première, c'est tout simplement de savoir démontrer qu'une application est un produit scalaire. Donc voilà, application symétrique, bilinéaire et surtout définie positive. C'est toujours le caractère défini positif qui est difficile à démontrer. La deuxième compétence, c'est savoir utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Parce que cette inégalité, en fait, elle est utile dans d'autres domaines des mathématiques que l'algèbre. Notamment l'analyse, puisqu'elle fournit énormément d'inégalités très utiles en analyse, que ce soit notamment sur les sommes ou sur les intégrales. La troisième compétence, c'est tout ce qui tourne autour des bases orthonormées. Alors d'abord, il faut savoir les obtenir, notamment par l'algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, le comprendre bien théoriquement et aussi savoir l'appliquer en petite dimension. Et puis il y a aussi savoir utiliser les bases orthonormées. Alors d'une part, il y a le fait que si jamais on représente un vecteur x par son jeu de coordonnées dans une base orthonormée, eh bien ces coordonnées, c'est très exactement les produits scalaires de x avec les vecteurs de cette base orthonormée. Donc ça, c'est une première chose, c'est quand même très utile. Et puis deuxième chose, qui est souvent plus oubliée par les élèves, c'est que quel que soit le produit scalaire qu'on avait sur l'espace grand E de départ, ça peut être un produit scalaire qui utilise des sommes, des intégrales ou peu importe, eh bien une fois qu'on a représenté nos vecteurs par leurs coordonnées dans une base orthonormée, tout se ramène au produit scalaire usuel sur R puissance P. Enfin, la quatrième compétence essentielle, c'est un peu celle qui a concerné cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des projetés orthogonaux et des distances. D'abord, il y a le fait de bien comprendre théoriquement ces notions avec f et f orthogonales. Et puis deuxièmement, il y a le fait de savoir faire des calculs en petites dimensions. C'est ce qu'on a fait ici et dans cette vidéo, avec, souvenez-vous bien de ce conseil, toujours faire un dessin pour savoir ce qu'on fait.